Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et avec ce podcast, j'ai à cœur de vous partager mes conseils pour vous aider vous aussi à organiser votre mariage éco-responsable. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Un petit temps que vous prenez pour vous, toutes les 2 semaines, pour vous ressourcer tout en faisant le plein d'astuces et d'énergie pour qu'après chaque épisode, vous puissiez vous rapprocher un peu plus du mariage de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, prenez de quoi vous mettre à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast Mariage engagé, le podcast qui va vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je suis vraiment très contente de vous accueillir aujourd'hui puisque ce premier épisode pour moi c'est la consécration de ces 6 derniers mois, de formation, d'apprentissage, de réflexion, d'écriture aussi qui aboutissent enfin avec la sortie de ces épisodes que je suis très contente et très fière de vous proposer aujourd'hui. Là, j'imagine qu'il y a une question qui vous taraude dans l'esprit, qui tourne en boucle dans votre tête, c'est « Mais Aude, qu'est-ce que tu vas nous proposer pour inaugurer ce podcast ?» La réponse, elle est simple, vous l'avez sans doute vu dans le titre. Pour ce premier épisode, j'avais envie de vous parler, de vous exposer mes raisons pour lesquelles je vous encouragerai à organiser un mariage éco-responsable. Alors, je sais pas si ça va être très français dit comme ça, mais pour moi, c'était important d'aborder ce sujet puisque c'est un lien direct avec mon activité. Comme vous le savez, je suis une wedding planner spécialisée dans les mariages éco-responsables. Donc, pour moi, c'était tout naturel de commencer ce podcast dédié sur les mariages éco-responsables avec ce premier épisode. Donc j'avais vraiment envie de reprendre dans cet épisode les principales raisons qui font que j'ai décidé de m'engager en tant que wedding planner spécialisée sur les mariages éco-responsables, le constat que j'ai fait de la situation actuelle et ce qui m'a poussée du coup à me diriger vers les mariages éco-responsables. Alors je tiens à préciser que ce n'est absolument pas un épisode de propagande, puisque c'est un épisode assez subjectif, c'est-à-dire que je vais exposer mes raisons qui font que je pense qu'organiser un mariage éco-responsable est l'une des meilleures alternatives possibles pour prendre soin de l'environnement. Vous pouvez y adhérer, tout comme vous ne pouvez pas être d'accord. C'est l'un comme l'autre sont tout aussi bien. Enfin, mon but, ce n'est pas de faire de la propagande, ce n'est pas de vous dire ça c'est bien, si vous faites pas ça, ça c'est mal. Je comprends que vous ayez des versions des avis qui sont différents. Et si c'est le cas et que vous avez envie d'en parler, surtout n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire si c'est possible, ou alors par mail ou sur Instagram. Je serais ravie d'échanger avec vous dans un cadre calme et pacifique sur nos arguments et nos positions à ce sujet. Sans plus attendre, commençons donc. Et avant de vous exposer plus en détail mes raisons, j'avais envie de revenir sur une définition quand même importante, à savoir qu'est-ce qu'un mariage éco-responsable. Parce que c'est une question qui revient souvent, qu'on m'a souvent demandé, à laquelle j'ai essayé de répondre plusieurs fois, mais en fait je me suis rendu compte que définir en tant que tel ce qu'est un mariage éco-responsable, c'est assez compliqué dans le sens où pour moi la définition va changer selon la personne à qui on s'adresse, selon la personne en fait, puisque chaque personne va mettre des éléments différents dans sa conception de l'éco-responsabilité, dans sa conception du mariage et donc aussi dans sa conception du mariage éco-responsable en tant que lui-même. Pour moi, ça inclut des choses, mais ça ne veut pas dire que pour vous, ce sera les mêmes choses. Donc pour moi, si je vais reprendre ma définition, je définirais qu'un mariage éco-responsable, c'est un mariage en fait où vous allez mettre en place des actions pour préserver l'environnement à votre échelle, donc que ce soit la nature, mais aussi les humains ou encore les animaux par exemple. C'est donc un sujet qui est très vaste et qui pour moi regroupe par exemple tout ce qui peut être zéro déchet, tout ce qui est vegan, être végétarien, le mode de vie minimaliste, le zéro plastique. Voilà, il y a énormément d'éléments en fait qui rentrent
dans la notion de mariage éco-responsable, il n'y a pas qu'une seule manière d'organiser un mariage éco-responsable. Et donc si ce sujet vous intéresse, je suis sûre qu'en cherchant un petit peu, vous trouverez forcément une façon de faire qui vous convient plus qu'une autre. Maintenant que nous avons refait un petit point sur la définition, passons au cœur du sujet et donc les raisons pour lesquelles je vous encourage grandement à organiser un mariage éco-responsable. Donc l'épisode va se découper de la manière suivante. Je vais d'abord faire un constat général, puis un constat un peu plus resserré sur les mariages, sur la production de déchets et autres générés par les mariages. Et ensuite, je vais parler d'autres raisons qui, pour moi, sont essentielles à prendre en compte dans l'organisation d'un mariage éco-responsable. Tout d'abord, faisons un constat sur la situation générale en France, pas uniquement dans le domaine des mariages, mais en général au niveau environnemental, où est-ce qu'on en est en France. Donc j'ai 2 chiffres à vous partager, donc 2 chiffres de sources sûres que je vais vous mettre en description de cet épisode pour que vous puissiez vous renseigner si vous le souhaitez. Tout d'abord, en moyenne, alors là c'était des chiffres de 2018, c'est les derniers chiffres publiés par l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, c'est-à-dire l'une des organisations de pointe, l'une des meilleures organisations de référence sur tout ce qui est écologie et développement durable en France. Donc en 2018, l'ADEME nous dit qu'en moyenne, un Français produit 568 kg de déchets par an. Et toujours en 2018, le bilan carbone moyen d'un Français était de 11 tonnes. Donc là, vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que c'est l'empreinte carbone ? En fait, c'est tout simplement tous les gaz à effet de serre, toute la pollution que vous engendrez sur une année avec vos différentes activités. Enfin voilà, c'est résumé assez simplement. Voilà, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Mais voilà, l'empreinte carbone, c'est un excellent outil qui permet de mesurer votre impact environnemental en fonction de tout ce que vous faites sur une année, vos déplacements, votre travail, etc., etc., etc. Si maintenant on devait rapporter ces chiffres et regarder leur évolution dans le temps, puisque ce n'est jamais intéressant de juste vous balancer des chiffres comme ça, c'est toujours plus intéressant de comparer à ce qu'ils étaient il y a 10 ou 20 ans, on peut constater que l'empreinte carbone globale de ces 20 dernières années a augmenté, mais l'empreinte carbone par habitant a quand même un petit peu baissé, ce qui reste quand même encourageant, même si évidemment on pourrait faire beaucoup mieux. Alors je tiens à préciser que je fais la distinction entre empreinte carbone globale et par habitant, puisque que ce soit l'empreinte carbone, le PIB ou tout autre indicateur, je trouve que c'est beaucoup plus parlant de rapporter au nombre d'habitants, puisque vous le savez, en fonction d'un pays, cela peut changer. Enfin, je vais prendre un exemple, le PIB de Saint-Marin, qui est donc une petite île en Italie, enfin, île entre guillemets en Italie, qui est un petit territoire sur l'Italie, a peut-être un PIB inférieur à celui de la France, mais il y a beaucoup moins d'habitants à Saint-Marin qu'en France, donc peut-être que le PIB par personne sera plus élevé à Saint-Marin qu'en France, puisqu'évidemment, il y a moins de personnes qui peuvent se répartir la richesse nationale. Bon, bref, c'est un petit exemple économique, c'était mon bac ES qui ressort. Clôturons cette parenthèse et revenons à notre sujet. Donc évidemment, j'ai trouvé quelques chiffres par rapport à l'évolution de cette empreinte carbone. Alors pour l'empreinte carbone globale, j'ai trouvé que entre 1995 et 2015, l'empreinte carbone globale de la France avait augmenté de 7%. Et cette hausse est surtout due en fait à la hausse des importations, donc c'est-à-dire tout ce que la France va faire venir de l'étranger en produits, services, etc. Puisque là aussi c'est un autre point qui est très important, le transport est probablement l'un des postes les plus polluants, si ce n'est le plus polluant. Donc ça c'est évidemment si on parle en termes de flux, pas en termes d'industrie, puisqu'évidemment ça peut être tout ce qui est textile, exploitation pétrolière, etc., etc. Mais rien que le transport en lui-même, c'est quelque chose qui pollue énormément. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que l'empreinte carbone a énormément évolué, puisque nous le savons tous, nous sommes dans une société de surconsommation. Je crois que si on devait même rapporter à des détails historiques, c'est à peu près à cette même période où je crois il y a eu des embargos de levée avec la Chine. Et donc ça a favorisé, donc je pense que ça a probablement favorisé l'importation des pays asiatiques ou même de toute l'Europe en général. Et c'est probablement ça qui a fait que l'empreinte carbone
a autant évolué. Donc voilà, même si évidemment il y a de l'amélioration, le constat n'est pas aussi noir pour autant puisqu'il y a quand même certaines baisses. Donc l'empreinte carbone par habitant qui a baissé de moins 5% en 20 ans. Donc certes c'est une petite baisse, c'est mieux que rien, mais il faut continuer dans ces efforts pour justement la réduire encore plus, puisque comme vous allez le voir, il y a énormément de progression, nous pouvons encore beaucoup progresser dans ce domaine-là. Maintenant que nous avons un peu dressé le portrait général de la situation, intéressons-nous de plus près à la situation des mariages. Donc je vous ai dit un peu plus tôt que l'empreinte carbone moyenne d'un Français était de 11 tonnes. Et si je vous disais que l'empreinte carbone d'un mariage était de 10 tonnes et de 15 tonnes en rajoutant la lune de miel. Donc c'est-à-dire que sur un mariage classique, donc on va dire admettons dans une grande ville avec une centaine d'invités qui un peu dispersés autour de la France et qui viennent à un seul et même endroit pour voir leurs proches se marier, nous polluons plus en une seule journée, en un seul mariage, que sur toute une année entière. Un autre chiffre qui je trouve est assez parlant reste donc la production de déchets. Je vous ai parlé de la production de déchets globale en France un peu plus tôt. Mais un mariage avec 100 personnes génère en moyenne 180 kg de déchets. Donc là pareil, en un seul mariage, on produit à peu près 30% de déchets produits par un seul déchet. Par un seul Français, pardon, un déchet n'importe quoi, sur une seule année. Et un autre chiffre que j'ai oublié de vous mentionner, mais tout à l'heure, encore une fois, je vous disais que le transport était un poste qui polluait énormément. Et dans le cadre d'un mariage, j'ai trouvé ce chiffre qui est assez parlant, que sur les 10 ou 15 tonnes d'empreinte carbone, selon la situation, le chiffre que vous prenez, 80% de cette empreinte carbone est due au transport. Alors, je n'ai pas réussi cette fois-ci à trouver d'évolution par rapport à l'empreinte carbone, à la production de déchets autour d'un mariage, mais ce qu'il faut savoir, c'est que étant donné que ce sont des questions qui sont quand même assez récentes, les études sont assez récentes, donc je pense qu'on a moins de recul sur la situation que pour la production des déchets au niveau global, puisque la question, tout ce qui est les mariages éco-responsables, ça reste quand même un domaine qui est assez récent. Donc je pense qu'on puisse pardonner le fait qu'il y ait encore peu d'études, peu de statistiques disponibles à ce sujet. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. Et si vous souhaitez notamment avoir plus de statistiques, je peux vous conseiller le livre Mariage Green, qui a été écrit notamment par Claire Tranier, que vous connaissez peut-être sous le nom de My Own Principle Design sur Instagram, donc qui est à la base une créatrice de faire-part, de papeterie éco-responsable, et qui a écrit ce livre justement pour aider les futurs mariés à organiser leur propre fête éco-responsable. Et sans vous spoiler son contenu, puisque évidemment je l'ai lu, c'est pour ça que je vous le recommande. Elle explique des choses, elle explique une façon de mettre en place, les actions que vous pouvez mettre en place et qui peut vous permettre de réduire votre empreinte carbone de 10 tonnes à 2 tonnes. Donc c'est aussi ce que je vous disais quand je vous disais qu'il y a énormément de marge de progression. Mais là encore, cela ne tient qu'à vous. Comme je disais aussi, je répète beaucoup cette expression, voilà. Pardonnez-moi d'avance. Il y a énormément de façons d'organiser un mariage éco-responsable et de toute manière, vous ne pourrez jamais arriver à organiser un mariage 100% éco-responsable puisque quoi qu'on fasse, ça pollue. La moindre de nos choses pollue quand même et je pense que pour ne pas générer de déchets, de pollution lors d'un mariage, il ne faudrait tout simplement pas se marier puisque voilà, il y a forcément une chose qui va générer de la pollution et des déchets. Donc là, vous allez peut-être me dire, mais du coup, à quoi ça sert ? Ça sert quand même justement quand même dans cette optique de préserver l'environnement parce que c'est quand même mieux d'essayer de réduire au maximum, même si ce n'est pas parfait, puisque être parfait, ce n'est pas le but. C'est toujours mieux de faire une action, d'essayer de réduire que de rester là et de voir les choses, d'être un peu spectateur en fait, et ne rien faire pour que ça change tout simplement. Voilà, j'espère qu'avec tous ces chiffres, qu'avec ce constat, je ne vous ai pas perdu. Dans tous les cas, je vous mets tous ces chiffres, toutes les sources en description dans les notes de l'épisode. Donc ne vous inquiétez pas, cette parenthèse chiffres est désormais fermée, puisque maintenant je vais vous parler en fait d'autres raisons qui pour moi sont essentielles à prendre en compte dans l'organisation d'un mariage éco-responsable et qui font que je vous conseille grandement d'organiser un mariage éco-responsable. Tout d'abord, bon là en fait tout ce que je vais vous dire ça s'applique autant au mariage qu'au quotidien, mais un mariage éco-responsable va vous permettre d'être en meilleure santé.
puisque bon, c'est un autre aspect dont je n'ai pas parlé du mariage éco-responsable, mais dont j'aurai l'occasion sans doute de revenir au sein de ce podcast ou même sur Instagram ou sur mon blog. Enfin, tout ce qui va être éco-responsabilité, ça va vous encourager énormément à consommer des produits de saison, des produits biologiques, c'est-à-dire des produits qui ont été produits, voilà, excusez-moi de la répétition, produits du coup dans des conditions naturelles et sans produits chimiques. Et les produits de saison, c'est bien connu, c'est les produits qui ont les meilleurs bienfaits nutritifs et qui ont aussi tout simplement le meilleur goût. Donc rien que pour l'alimentation, consommer des fruits, des légumes de saison, c'est déjà un gros avantage. Ça va vous permettre de consommer les produits tels quels. Et pourquoi pas aussi découvrir de nouvelles saveurs, puisque en fonction de chaque saison, il y a énormément d'aliments que vous pourrez consommer. Et je suis certaine qu'il y en a au moins un ou deux que vous ne connaissez pas. Donc cela pourra toujours être intéressant à découvrir et aussi faire découvrir à vos invités. Un autre aspect que j'avais envie d'aborder est le fait qu'organiser un mariage éco-responsable peut vous permettre de faire des économies. Alors, c'est vrai que je m'aventure totalement dans le cliché puisque c'est bien connu qu'en général, on dit qu'être éco-responsable, être écolo, etc., ça coûte cher, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est réservé à une élite, à ceux qui sont riches, à ceux qui ont les moyens de se le permettre. Et moi, j'ai envie de mettre un bon coup de pied dans ce cliché et de dire que pas du tout. Pour moi, c'est tout à fait possible d'organiser un mariage éco-responsable sans pour autant dépenser des mille et des cents. Un moyen tout simple, par exemple, de bien réduire son empreinte carbone tout en faisant des économies, ça reste le transport, évidemment, puisque à 80% de l'empreinte carbone, il y a énormément de marge de progression, surtout sur le transport. Un moyen tout simple et qui ne coûte pas vraiment d'argent, encouragez vos invités à faire du covoiturage. Si vous savez qu'il y a beaucoup d'invités qui habitent au même endroit, au lieu de leur faire prendre le train, de les faire venir séparément, vous pouvez leur proposer de faire du covoiturage, donc peut-être en moyennant finance, en moyennant quelques euros pour payer l'essence et les péages par exemple. Vous pouvez leur proposer cela pour déjà réduire leur empreinte carbone et puis peut-être aussi, s'ils ne se connaissent pas, permettre un peu de briser la glace, d'instaurer une bonne ambiance en amont du mariage. Donc c'est une solution qui pour moi est toute simple, qui coûte pas forcément plus cher, qui peut même vous faire économiser, voire gagner de l'argent pour vos invités, donc peut-être qu'ils vous remercieront pour cela, et aussi de peut-être vous assurer une bonne ambiance à votre mariage. Après évidemment à tester, ça dépend des personnes, évidemment. Un mariage éco-responsable aussi, c'est un excellent moyen de vous recentrer sur l'essentiel. C'est une véritable invitation à vous simplifier la vie, puisque quand on est éco-responsable, que ce soit d'une façon ou d'une autre, on a envie de moins consommer, on est un peu contre cette société de surconsommation qui nous martèle de pubs, marketing, qui nous fait inventer des besoins, des choses dont on n'a pas besoin, qu'on se retrouve à acheter pour une raison ou pour une autre et qui finissent par moisir, prendre la poussière de notre placard parce qu'on l'a acheté sur un coup de tête alors qu'au final on ne va jamais s'en servir. Ça rejoint aussi ce que je disais plutôt sur les économies, c'est-à-dire que si vous choisissez de garder les choses simples, d'avoir vraiment un mariage simple avec juste le nécessaire, juste ce qu'il vous faut pour être heureux et passer une bonne journée, ça peut vous faire sauver pas mal d'argent, puisque je m'explique. En général, quand on organise un mariage, une partie de nous, plus ou moins grande selon les personnes, a quand même envie d'impressionner ses invités. On veut forcément avoir le meilleur mariage, on veut qu'ils s'en souviennent, on veut faire les choses en grand, on veut rajouter des paillettes, des feux d'artifice, on veut vraiment provoquer l'effet waouh. Sauf qu'au final, en fonction de la manière dont vous voyez les choses en grand, ça peut peut-être plus vous vous faire perdre de l'argent, puisque vous allez dépenser dans des choses futiles qui ne sont pas, qui sont en contradiction en fait avec ce que vous voulez, puisque vous allez peut-être faire ça pour satisfaire quelqu'un d'autre et pas pour vous satisfaire vous-même, mais ça va aussi vous occasionner une plus grande charge mentale, puisque déjà que l'organisation d'un mariage c'est très long, si en plus vous vous rajoutez des choses qui sont inutiles et qui servent plus à d'autres personnes qui vont vous servir à vous, ça va vous demander plus de préparation, plus de temps, peut-être du temps que vous n'allez pas pouvoir passer sur d'autres choses qui sont peut-être plus importantes à vos yeux, et aussi peut-être vous engranger un peu plus de stress, puisque vous allez peut-être plus vous demander mais si je fais ça et qu'ils aiment pas, comment est-ce qu'ils vont réagir. Donc c'est vrai que pour moi faire les choses en grand, non seulement c'est pas top du côté éco-responsable, puisque évidemment ça favorise aussi la production de déchets, plus on fait les choses en grand, plus on favorise les déchets.
mais aussi pour moi ce n'est pas une bonne solution pour votre santé mentale tout simplement. C'est sans doute quelque chose que je vais vous répéter, enfin que je répète déjà, que ce soit sur mon Instagram, mon blog et même maintenant sur mon podcast. Pour votre mariage, vous avez le droit d'être égoïste, puisque c'est votre mariage, c'est l'événement d'une vie, je l'espère pour vous, il ne se reproduira qu'une fois. Et un mariage, en fait, c'est réellement pour moi une invitation à montrer à vos invités votre univers. C'est votre mariage, c'est vous qui vous mariez, c'est votre histoire, donc c'est normal que vous fassiez les choses telles que vous en avez envie. Donc moi c'était juste important de bien fixer ce cadre, mais je pense que évidemment j'aurai l'occasion d'en reparler, et même si vous avez envie de m'en parler en privé, en commentaire, etc., vous pouvez venir, je vous répondrai avec grand plaisir. Autre petit démontage de clichés, c'est-à-dire qu'organiser un mariage éco-responsable, ça ne va pas être un retour en arrière. Vous n'allez pas vous déplacer à pied, vous n'allez pas manger avec des pierres, faire pipi dans la nature, ou je ne sais quel cliché on peut inventer sur les mariages éco-responsables, sur l'écologie en général, puisque je pense qu'on ne va pas se mentir, je pourrais dédier un épisode de podcast entier à démonter tous les clichés qu'il y a autour des mariages éco-responsables, mais ce n'est pas le but de cet épisode. Donc revenons à ce que je disais, ce n'est pas un retour en arrière, puisque je vous le disais encore une fois plus tôt, vous n'êtes pas obligé d'avoir un mariage éco-responsable à 100%, puisque ça couvre énormément de choses, et il y a forcément des choses qui vont vous plaire et des choses qui ne vont pas vous plaire. Et ce n'est pas grave en fait si ne vous faites pas les choses qui ne vous plaisent pas, puisque ce n'est pas le but. Voilà, c'est votre mariage, c'est votre moment à vous, vous allez mettre du temps, de l'énergie, des mois entiers, des économies pour l'organiser, et ce n'est pas le moment de vous mettre mal à l'aise avec des choses qui ne vous conviennent pas, tout simplement parce que vous avez vu que c'était à la mode, qu'on vous a dit que si vous ne faisiez pas ça, ce n'était pas vraiment un mariage éco-responsable. Non, ça c'est pas vrai. Il n'y a aucune bible du mariage, il n'y a aucune bible du mariage éco-responsable, rien qui ne vous dit noir sur blanc ce que doit être un mariage éco-responsable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc vous faites franchement comme vous le sentez. Si vous souhaitez avoir des toilettes sèches, vous pouvez avoir des toilettes sèches, mais si vous ne souhaitez pas en avoir, ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser des toilettes classiques. Enfin, pareil, vous pouvez toujours utiliser votre smartphone. Si vous choisissez de vous marier dans un endroit pas accessible au train, au transport en commun, évidemment c'est vrai qu'il n'y aura pas 36 000 solutions à part que d'utiliser la voiture. Donc voilà, bon, je peux encore vous en parler pendant des heures et même dédier un épisode de podcast dessus, qui sait. Mais voilà, vous pouvez très bien organiser un mariage éco-responsable tout en restant moderne. Dernier point qui est essentiel pour moi et qui me permet de vous recommander d'organiser un mariage éco-responsable, c'est tout simplement car en fonction de ce que vous allez acheter, des prestataires que vous allez recruter pour votre mariage, vous allez avec ce biais éco-responsable encourager des meilleures conditions de travail et favoriser un monde durable. Je vous le disais en début d'épisode dans ma définition d'éco-responsabilité, pour moi ça inclut aussi tout ce qui est le respect des conditions de travail des hommes. Voilà, pour moi c'est essentiel quand on est une entreprise éco-responsable, que ce soit pour le mariage ou partout ailleurs, de produire dans le respect des conditions de travail, donc favoriser un bon salaire, de bonnes infrastructures de travail, est-ce que la législation du travail est respectée, etc., les conditions de vie si jamais ça s'applique. Voilà, c'est encore un sujet qui est très vaste, mais pour moi c'est aussi un élément à prendre en compte. Donc heureusement il y a des labels qui permettent de certifier qu'une entreprise respecte les humains dans son travail. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire que l'entreprise ne prend pas ça en compte. Mais en général, elle a tout intérêt à communiquer sur le fait qu'elle s'inscrit dans cette démarche de respect de l'environnement, du respect des hommes, plutôt que de ne pas le dire. C'est toujours plus intéressant si vous voulez être sûr du premier coup que la personne que vous cherchez est idéale pour vous. C'était aussi important pour moi de le souligner, puisque même si beaucoup pensent que les dégâts sont déjà faits, bon, je sais que ma mère, par exemple, le pensait énormément à une certaine période, même si son avis a tendance à évoluer, que c'est foutu, que c'est impossible à réparer. Je pense qu'on peut tout de même faire un effort pour minimiser la casse. Bon, je ne renie pas le fait que énormément de dégâts ont été faits, notamment avec tout ce qui était l'essor de l'industrie. Ah, c'est vrai que tout à l'heure je vous parlais des déchets ménagers, mais je vous ai pas parlé des déchets générés par le secteur de l'industrie,
qui est bien plus supérieur aux déchets produits par les ménages. Donc c'est aussi des chiffres qui seront présents dans les liens que je vais vous mentionner dans la description. Mais pour moi, je trouve que ça sert à rien en fait de partir sur une note défaitiste et de se dire bah c'est foutu, donc autant rien faire et si ce n'est faire pire. Puisque bon, je pense qu'on habite encore sur cette planète, je pense encore qu'on a quand même des années à vivre avant qu'elle ne soit complètement détruite. Et donc je pense que même si on ne pourra jamais réparer à 100% les dégâts qui ont pu être causés, puisque encore une fois je ne nie pas qu'il y a des dégâts qui ont été faits, je pense qu'on peut tout de même essayer de minimiser pour prolonger son espérance de vie, on va dire, entre guillemets, et on va dire nous assurer une vie plus saine, non seulement à nous, mais aussi à nos enfants. On en vient doucement à la fin de cet épisode, et pour moi, c'est important de vous communiquer mon message principal, qui est, on va dire, un peu mon leitmotiv, ma raison... pas ma raison de vivre entre guillemets, mais ma raison de faire vivre mon entreprise et la raison qui me poussera au quotidien à toujours essayer de faire mieux pour vous aider à organiser le mariage éco-responsable de vos rêves. C'est que vraiment pour moi tout ce qui est éco-responsabilité, écologie, zéro déchet n'est pas du tout réservé à une élite, ce n'est pas réservé uniquement à ceux qui ont de l'argent, à ceux qui ont du temps, à ceux qui peuvent se le permettre. Ça pour moi c'est totalement faux, puisque je vous l'ai encore dit une fois, ça limite devenir un running gag à force que je dise cette phrase. Voilà, vous n'imaginez pas tous les moyens qui sont à disposition pour être éco-responsable. Évidemment, il y a des moyens qui vont vous coûter plus cher que d'autres, ça c'est un fait. C'est sûr que si vous achetez que des produits made in France, ça va vous revenir plus cher que si vous achetez des objets qui ont été importés. Ça c'est logique, c'est un fait. Il existe tellement de possibilités que je suis certaine que vous arriverez à trouver votre façon d'être éco-responsable au quotidien et qu'en l'adaptant à votre situation, à vos envies, à votre expérience, à votre budget, ça ne pourra que rouler tout seul. Voilà, c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer, puisque pour moi aussi, comme je le disais, mais je le répète parce que je pense que je serai aussi amenée à beaucoup le répéter, pour moi c'est aussi impossible d'être à 100% éco-responsable et zéro déchet. Par exemple, parce que pour moi, comme tout le monde, la perfection n'existe pas, et parce que vous ne pouvez pas tout maîtriser, et c'est ok, parce que si jamais on devait tout savoir, si on était omniscient, omnipotent, si on maîtrisait tous les mêmes choses, si on avait tous les mêmes avis, je vous dis pas qu'au bout d'un moment ce serait quand même très 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 ennuyant. Pour moi, ce qui est surtout important, c'est vraiment l'intention. Même si vous vous plantez, que vous réussissiez, que vous échouiez, si vous faites les choses avec une bonne intention, pour moi c'est ça qui compte. C'est plus important d'échouer, de se relever, d'apprendre de ses erreurs et progresser, que d'être déjà parfait dès le départ, parce que là c'est sûr qu'il n'y a aucune marge de progression. Pour clôturer cet épisode de podcast, j'avais envie de vous partager une fable tirée d'une légende amérindienne racontée par Pierre Rabhi et qui pour moi symbolise assez le message que j'avais envie de vous faire passer avec cet épisode, avec ce que je vous ai dit. Donc peut-être que vous la connaissez déjà, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais dans tous les cas, je vais vous la raconter. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter au feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Je vous laisse méditer sur ces belles paroles. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine et on se retrouve très vite pour le prochain épisode du podcast. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!